La figure du maréchal en Allemagne, ou général Feldmarschall, représente le grade militaire le plus élevé de la Wehrmacht, attribué par Adolf Hitler en reconnaissance des mérites exceptionnels sur le champ de bataille. Ce titre n'a été conféré qu'à un groupe restreint de généraux pendant la Seconde Guerre mondiale, qui commandaient des armées et décidaient du sort de millions de personnes. Mais après la chute du Troisième Reich, la vie de ces maréchaux est devenue sombre et complexe. Ainsi, Hermann Göring fut capturé par les forces alliées et se suicida avant d'être jugé à Nuremberg. Wilhelm Keitel, un autre maréchal éminent, fut condamné à mort et exécuté après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre. En revanche, Erwin Rommel, connu sous le nom de Renard du désert, fut contraint de choisir entre le suicide ou faire face à un procès qui déshonorerait sa famille. Il opta pour une mort digne, laissant derrière lui une légende qui perdure encore aujourd'hui. Ils furent parmi les plus connus, mais il existe d'autres cas tout aussi intéressants à explorer. Walter von Brauchitsch, par exemple, fut l'un des noms les plus retentissants de la Wehrmacht. Il vit sa vie et sa carrière militaire décliner inexorablement à l'approche de la fin de la guerre. À la fin de 1941, la grande défaite allemande à la bataille de Moscou scella son destin. Hitler, furieux, le destitua, le tenant responsable de l'échec de l'opération Barbarossa. Après sa destitution, le champ de bataille sortit de sa vie, mais la lutte personnelle ne faisait que commencer. Brauchitsch avait déjà subi une crise cardiaque au début de cette année, un épisode qui avait mis en évidence sa santé fragile, laquelle se détériora encore sous la pression implacable des mois de combat. Son cœur faible et l'épuisement mental constant rendèrent chaque jour plus difficile à supporter. Cependant, après avoir été relégué au second plan, Hitler prit directement le contrôle du commandement militaire et Brauchitsch fut placé en réserve, et sa figure, autrefois emblématique, commença à s'effacer dans l'arrière-plan de la guerre. Il se retira dans sa résidence près de Berlin, où il contempla à distance comment le conflit devenait de plus en plus désespérant pour les forces allemandes. Les jours de victoire et d'expansion s'estompaient, et la réalité de l'effondrement était indéniable. La relation avec le Führer et le Parti national-socialiste, quant à elle, restait tendue. La loyauté qu'il avait manifestée à Hitler, un chef qu'il avait destitué dans un accès de colère, marqua une grande partie de son héritage. En ce qui concerne sa vie personnelle, il avait également connu des changements significatifs. Il avait divorcé de sa première épouse, Elisabeth von Karstedt, en 1938 et avait épousé Charlotte Rufer peu de temps après. Malgré ses réalisations militaires, ses liens familiaux étaient également marqués par des tensions, car certains membres de sa famille étaient impliqués dans des mouvements de résistance contre les nazis. Lorsque les troupes alliées envahirent l'Allemagne, von Brauchitsch, déjà écarté de toute fonction officielle, tenta de sauver ce qui lui restait et s'enfuit vers l'ouest. Sa santé et ses forces étaient en ruine, mais il comprenait également que le passé ne lui permettrait pas de rester caché pour toujours. Enfin, en mai de 1945, à peine la guerre finie, il fut capturé par les forces britanniques. Après sa capture, von Brauchitsch fut transféré dans un camp de prisonniers de guerre au pays de Galles. Là, il attendait le début de son procès, comme tant d'autres dirigeants du régime nazi, qui faisaient face à des accusations de crimes de guerre et d'atrocités commises sous leur commandement. Les procès de Nuremberg se profilaient comme le grand théâtre où l'histoire rendrait son verdict, et Brauchitsch attendait son tour dans la liste des accusés. Cependant, alors qu'il attendait, sa santé continua de se détériorer de manière alarmante. Les séquelles de sa crise cardiaque étaient devenues plus graves, et les mois de captivité ne faisaient qu'aggraver sa condition physique. Pendant son séjour dans le camp de prisonniers, l'ancien maréchal se trouvait pris dans l'agonie lente de son corps usé. Pourtant, le processus judiciaire qui l'attendait marquait une fin sombre pour une vie consacrée à la milice, bien qu'on dise que dans ses derniers moments de conscience, von Brauchitsch acceptait son destin avec résignation. Éventuellement, il fut transféré en Allemagne où il attendait son éventuel jugement. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Il ne se présenta jamais devant le tribunal car son état de santé se révéla être une barrière insurmontable. Le 18 octobre de 1948, la vie de l'ancien maréchal se termina dans un hôpital militaire de Hambourg, atteint d'une pneumonie qui, dans ses conditions affaiblies, fut fatale. La mort de Brauchitsch fut perçue comme une fin juste pour certains,
qui le voyait comme une représentation des échecs stratégiques du régime nazi et de l'aveuglement qui mena l'Allemagne à la ruine. Cependant, pour d'autres, sa figure évoquait les premiers triomphes de la Wehrmacht, l'expansion fulgurante qui avait marqué le début de la guerre et qui avait tenu le monde en haleine. Von Leb et Leningrad, le siège qui condamna un maréchal. Wilhelm Ritter von Leb, un feldmaréchal allemand, se distingua comme commandant d'importantes opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa carrière, marquée à la fois par des succès militaires et par des échecs et des controverses, se termina dans les derniers jours de la guerre et les conséquences légales qui suivirent. Au début de l'invasion allemande de l'Union soviétique, connue sous le nom d'opération Barbarossa, von Leb fut désigné commandant du groupe d'armées Nord. Sa mission était d'avancer rapidement et de prendre la ville stratégique de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui représentait un centre crucial tant pour sa valeur symbolique que pour ses ressources industrielles. Initialement, le siège semblait être une avancée significative pour l'armée allemande, mais il se transforma rapidement en une lutte prolongée et féroce. Les défenseurs de Leningrad, dirigés par le général soviétique Georgi Zhukov, montèrent une défense tenace qui résista aux tentatives allemandes de briser les lignes. Les forces de von Leb commencèrent à souffrir de la rigueur des basses températures, du manque de ravitaillement adéquat et de la résistance intense de l'armée rouge, compliquant de plus en plus les tentatives de prendre la ville. À la fin de cette année, l'offensive allemande en Union soviétique faisait face à un tableau sombre et le haut commandement allemand commença à donner la priorité à d'autres fronts, comme celui de Moscou. En décembre, Adolf Hitler donna l'ordre de suspendre les opérations offensives à Leningrad, optant pour maintenir un blocus sur la ville plutôt que de risquer davantage de ressources dans une bataille urbaine. Cette décision, bien qu'elle ait évité un massacre direct à l'intérieur de Leningrad, prolongea la souffrance de ses habitants, qui souffrirent d'une pénurie extrême de nourriture, de températures glaciales et d'attaques aériennes et d'artillerie constante. Avec le changement de stratégie, von Leb perdit le contrôle opérationnel du siège. Au début de l'année suivante, après l'échec de multiples tentatives de briser les défenses soviétiques et les pertes croissantes dans ses forces, il fut relevé de son commandement. Son retrait du commandement fut une chute amère et, bien qu'il n'ait pas fait face à des sanctions immédiates, l'impact de ses décisions lors du siège lui apporta des conséquences durables. Après la fin de la guerre, von Leb, comme d'autres hauts commandants de l'armée allemande, fut arrêté par les autorités d'occupation américaines. Les forces alliées commencèrent une enquête sur les actions de von Leb. En particulier, les conditions de vie durant le siège, où plus d'1 million de civils soviétiques moururent en raison du manque de nourriture et des bombardements constants, générèrent des accusations de crimes de guerre. Bien que von Leb insistait sur le fait qu'il avait suivi des ordres supérieurs et que son objectif était strictement militaire, la dévastation et la souffrance causées pendant le siège soulevaient des questions éthiques et légales complexes. Les preuves présentées contre von Leb incluaient sa responsabilité dans la mise en œuvre du décret Barbarossa, une directive émise pour faciliter des actes atroces contre les civils soviétiques et les prisonniers de guerre. Bien qu'il ait soutenu qu'il n'avait pas donné d'ordres explicites pour l'exécution de civils, son rôle de commandant pendant le siège de Leningrad et son acceptation des directives de Barbarossa le placèrent au centre du procès. Le tribunal condamna von Leb pour sa participation à des actes de violence excessive et au traitement inhumain des civils pendant le siège, bien que sa défense ait souligné qu'il n'était pas directement responsable de ces atrocités. La sentence fut relativement légère en comparaison avec d'autres accusés, 3 ans de prison, qui furent considérés comme purgés pour le temps passé en détention durant le procès. Après sa libération, von Leb vécut en relative tranquillité en Bavière, se tenant à l'écart de la vie publique et militaire. Il évita de participer à des débats ou des activités politiques qui le reliaient au passé militaire de l'Allemagne, et son existence après-guerre se déroula de manière discrète. Résidant dans la localité bavaroise de Füssen, ces dernières années furent marquées par l'anonymat et une apparente réflexion silencieuse sur son rôle dans une guerre qui avait transformé radicalement l'Europe. Wilhelm Ritter von Leb mourut le 29 avril 1956 dans la ville où il vivait. Son enterrement eut lieu au cimetière Waldfriedhof-Soln, où ses restes reposent loin des projecteurs publics et médiatiques qui avaient marqué les années de sa carrière militaire. Sa mort
passa sans grande répercussion, car le temps et la distance avaient diminué l'intérêt pour les figures militaires comme lui, dont les contributions, bien que significatives en termes tactiques, furent éclipsées par les controverses morales et éthiques de leurs actions pendant la guerre. Sans gloire ni jugement, le triste retrait de Rundstedt après la guerre. En septembre 1944, dans une tentative de freiner l'avancée des Alliés sur le front occidental, Hitler redésigna Rundstedt comme commandant en chef à l'Ouest. Dans ce rôle, il fut nominalement responsable de l'offensive des Ardennes, également connue sous le nom de bataille des Ardennes ou bataille du Bulge. Bien que Rundstedt ait eu de grandes réserves quant à la viabilité de cette opération, en raison des limitations des ressources et de la puissance militaire des Alliés, il remplit son devoir. Cependant, Rundstedt se sentait de plus en plus impuissant dans son rôle, car son autorité dans la planification et l'exécution de l'offensive était pratiquement inexistante. Dans ces mots, il commenta que son seul véritable pouvoir dans ce rôle était de changer la garde à la porte, ce qui illustrait son influence limitée sur les décisions stratégiques. Malgré ses avertissements et réserves, l'opération fut menée avec des résultats dévastateurs pour les forces allemandes. En mars 1945, Hitler décida de destituer Rundstedt pour la troisième et dernière fois, le laissant en marge dans les derniers jours du conflit. Après sa destitution, Rundstedt se retira de l'activité militaire, passant ses derniers jours de guerre dans un isolement relatif. Quelques jours avant la reddition de l'Allemagne, il fut capturé par les troupes américaines près de Bad Tölz, en Bavière. Après cet événement, Rundstedt fut remis aux autorités britanniques qui décidèrent de le garder en détention. Durant les premières années de sa détention, les Alliés débattirent de le traduire en justice pour crimes de guerre, notamment en raison de son rôle dans diverses campagnes militaires et de sa participation à l'occupation de territoires où des atrocités furent commises. Cependant, contrairement à d'autres officiers de haut rang qui furent jugés, Rundstedt ne fut pas traduit devant les tribunaux. En 1949, après quelques années de détention, les Britanniques décidèrent de le libérer en raison de sa santé dégradée, mettant fin à toute intention de procès contre lui. Rundstedt avait vieilli rapidement et montrait des signes de fatigue, d'épuisement physique et émotionnel. Avec tout cela, la libération ne signifiait pas une absolution. Après sa libération, Gerd von Rundstedt se transféra en Allemagne de l'Ouest, où il commença une vie modeste à Hannover-Kleffeld. Il passa ses journées dans un petit appartement au 3e étage, situé au-dessus d'un magasin de chaussures, ce qui marquait un contraste énorme avec son statut antérieur de l'un des leaders militaires les plus importants du Troisième Reich. Rundstedt affronta également des pertes personnelles profondes. Pendant ses années de détention et ses premiers mois de vie en liberté, il souffrit de la mort de sa femme et de son fils, ce qui affecta profondément son moral. La défaite allemande, avec la perte de ses êtres chers, l'immersa dans une tristesse amère. En outre, son déclin physique et l'absence de rôle actif dans la nouvelle société allemande firent que ces dernières années se déroulèrent dans la solitude et l'amertume. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui choisirent d'écrire leurs mémoires, Rundstedt décida de ne pas laisser de traces écrites de ses expériences, maintenant plutôt un profil bas et évitant l'exposition publique. Il mourut le 24 février 1953, à 77 ans, à Hanovre. La nouvelle de sa mort ne fut pas largement diffusée, étant donné le changement de la situation politique et militaire en Allemagne. Les funérailles de Rundstedt furent, comme ces dernières années, une cérémonie sobre et dépourvue de la pompe qui avait autrefois entouré sa figure. Il n'y eut pas d'honneur militaire, car l'Allemagne de l'Ouest n'avait pas encore de forces armées officielles. Au lieu d'un char de guerre, le cercueil fut transporté sur une simple charrette tirée par des chevaux, et les quelques anciens officiers de la Wehrmacht présents portaient des chapeaux hauts de forme au lieu de leurs casquettes militaires. Le révérend Ernst Strasser, qui officiait le service funèbre, prononça des mots qui résonnèrent parmi les participants. « Nous enterrons le dernier des grands Prussiens », ce qui soulignait la disparition d'une génération d'officiers caractérisés par un sens rigide du devoir et une discipline de fer, représentatif de l'ancien esprit prussien. Balkan en flammes, l'adieu impitoyable de von Weichs. Maximilian von Weichs était un maréchal de champ allemand de haut rang, vivant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, en affrontant une série de défis critiques qui marquèrent la fin de sa carrière militaire et de sa vie.
Au début de 1945, von Weichs fut chargé de superviser le retrait des troupes allemandes de Grèce et de Yougoslavie, des pays occupés par l'Allemagne depuis les premières années de la guerre. Cependant, la situation n'était pas encourageante pour la puissance de l'Axe. Les forces allemandes souffraient de graves pénuries de fournitures et de personnel, et les soldats étaient épuisés après des années de combats continus. Avec les troupes alliées avançant depuis plusieurs directions et la défaite imminente de l'Allemagne, l'armée sous le commandement de von Weichs s'effondrait, et les forces qu'il contrôlait dans les Balkans devenaient une cible facile pour les guérillas locales, qui s'étaient renforcées et organisées pour profiter de la faiblesse des occupants. Le retrait de Yougoslavie, l'un des événements les plus significatifs de cette phase finale, se déroula dans des conditions extrêmement difficiles, sous des attaques constantes des partisans et avec la pression des troupes soviétiques avançant vers la région. L'armée allemande perdit une grande partie de sa cohésion. Les soldats étaient dispersés et mal organisés, et les pertes étaient élevées tant en hommes qu'en matériel. Von Weichs, qui tentait de maintenir le contrôle sur ses troupes, était de plus en plus sous pression, et en mars de la même année, son leadership commença à être remis en question en raison de la situation chaotique dans laquelle se trouvaient les forces allemandes en retraite. Finalement, le 25 de ce mois, von Weichs fut relevé de son commandement, peu avant que les défenses allemandes ne s'effondrent définitivement. Avec la défaite de l'Allemagne et l'effondrement du Troisième Reich, von Weichs fut capturé par les forces américaines. Comme de nombreux hauts commandements allemands, son bilan dans le conflit souleva des soupçons de possibles crimes de guerre, en particulier en raison de son rôle dans les opérations contre les partisans dans les Balkans. Cette région avait été le théâtre de représailles sanglantes et de mesures de contrôle extrêmement dures de la part des troupes allemandes qui tentaient d'étouffer toute résistance civile. Les forces américaines, chargées de sa garde, incluèrent von Weichs dans les procès légaux qui furent menés après la fin de la guerre, comme les procès de Nuremberg. Von Weichs était programmé pour faire face à un procès où ses actes et les ordres émis sous son commandement seraient évalués, mais sa situation se compliqua en raison de problèmes de santé qu'il traînait depuis les dernières années de la guerre. À ce stade, son état de santé s'était considérablement détérioré. Pendant son temps en détention, il souffrit de plusieurs complications et, en raison de ses conditions médicales, il fut retiré du processus judiciaire avant qu'un verdict ne puisse être rendu. Cela lui permit d'éviter le procès et toute condamnation formelle. Il est certain que, s'il avait eu lieu, le procès aurait mis en lumière sa figure, comme celle d'autres hauts commandements allemands de l'époque, marquée par la dualité entre son habileté tactique et sa responsabilité dans les campagnes brutales menées au nom du Reich. Au fur et à mesure que sa récupération avançait, von Weichs fut libéré de la détention américaine et autorisé à retourner à la vie civile dans la nouvellement établie Allemagne de l'Ouest, où la situation politique et sociale demeurait incertaine et les échos de la guerre continuaient d'être profonds. Il s'installa à Bonn, dans ce qui était devenu la nouvelle capitale de la République fédérale d'Allemagne. Là, il vécut dans une relative tranquillité, éloigné de la sphère publique et sans revenir à des affaires militaires ou politiques. Dans ces dernières années, il resta à l'écart des débats sur le passé militaire allemand et évita autant que possible l'exposition publique, conscient de la complexité et de la controverse entourant sa figure en raison de son rôle pendant le conflit. Au lieu de plaider en faveur d'une justification de ses actions, il choisit de maintenir un profil bas, se concentrant sur sa vie de famille et la gestion de sa propre santé, qui demeurait une préoccupation constante. Contrairement à d'autres collègues qui firent face à des procès et des condamnations, son retrait dans les années suivant la guerre lui permit d'éluder un examen complet de son rôle dans les actions de l'armée allemande dans les Balkans, ce qui laissa une image ambiguë et un héritage historique qui suscite encore des analyses et des interrogations. Le 27 septembre 1954, presque 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maximilian von Weichs décéda à l'âge de 72 ans à Bonn, en Allemagne de l'Ouest. Son héritage demeura une source de débat, tandis que certains historiens et secteurs de la société le considéraient comme un militaire éminent ayant joué un rôle crucial dans la machine de guerre allemande. D'autres le désignaient comme un participant direct aux politiques répressives ayant entraîné des violations significatives des droits humains dans les Balkans. La mort en silence, la dernière étape de von Küchler en Allemagne de l'Ouest. Le feldmaréchal de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale
Georg von Küchler, affronta une série d'adversités et d'échecs durant les derniers jours du conflit. Il prit le commandement du groupe d'armées Nord chargé du siège de Leningrad, une campagne qui commença en 1941 et qui se prolongea pendant près de 900 jours. Les forces sous son commandement soumirent la ville à un blocus sévère, qui provoqua une famine dévastatrice et de nombreuses pertes civiles. Cependant, à mesure que l'armée rouge se renforçait et que les ressources allemandes s'affaiblissaient, le siège commença à vaciller. Au début de 1944, la situation devint intenable. Les forces soviétiques lancèrent une série de contre-offensives dans le but de libérer la ville et de récupérer le territoire. Face à une pression croissante, von Küchler eut des difficultés à maintenir la position de ses troupes, de plus en plus décimées et désorganisées. Le terrain gagné pendant des années de lutte fut perdu en quelques semaines. Ce recul marqua un point de basculement sur le front de l'Est, montrant l'usure de l'armée allemande et la fin de l'avantage militaire qu'elle avait maintenu les années précédentes. En janvier de 1944, après avoir échoué à stabiliser les lignes défensives, von Küchler fut destitué de son poste. Il fut remplacé par le général Walter Model, dans une tentative du haut commandement allemand de renforcer les positions et de stopper l'avancée soviétique. La décision de retirer von Küchler fut un coup significatif pour sa carrière, car elle symbolisait son incapacité à répondre aux exigences de la situation à une étape critique du conflit. Après la reddition allemande en mai de 1945, von Küchler fut arrêté par les forces d'occupation américaines. Les Alliés commencèrent à enquêter sur les activités des commandants allemands pendant le conflit, en particulier les opérations sur le front de l'Est, où les abus et crimes de guerre avaient été largement documentés. Von Küchler fut directement accusé pour son rôle dans les atrocités commises en Union soviétique, en particulier en relation avec la brutalité du siège de Leningrad et le traitement inhumain des prisonniers de guerre soviétiques et des civils. En 1948, von Küchler fut jugé dans les procès des hauts commandants. Il fut jugé pour ses décisions militaires et sa participation à des actions qui entraînèrent la mort de milliers de personnes sous son commandement ou avec son autorisation. Pendant le procès, des preuves de sa connaissance et de sa participation à des ordres ayant conduit à l'exécution de prisonniers et à l'application de politiques répressives envers les civils dans les territoires occupés furent présentées. Le tribunal reconnut Georg von Küchler coupable de plusieurs chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La sentence fut de 20 ans de prison, une peine qui, bien que moins sévère que celle de certains de ses collègues, reconnaissait sa responsabilité dans les actions commises durant son mandat. Il fut transféré à la prison de Landsberg, où il purgerait sa peine avec d'autres hauts officiers allemands. Le séjour en prison de von Küchler fut relativement calme par rapport à d'autres prisonniers, car en raison de son âge avancé et de son état de santé, les conditions de son incarcération furent modérées. Malgré tout, le temps passé en prison fut une période de réflexion et d'isolement, durant laquelle il vit s'effondrer l'image qu'il avait autrefois projetée en tant que feld-maréchal respecté. En février de 1955, après avoir purgé environ 7 ans de sa peine, von Küchler fut libéré pour des raisons de santé, dans le cadre d'une série de libérations anticipées que les autorités alliées permirent pour les prisonniers âgés et malades. Après sa libération, von Küchler retourna en Allemagne de l'Ouest, où il tenta de mener une vie discrète, loin de l'attention publique et de l'examen de son passé. De cette manière, les années suivant sa libération furent marquées par un profil bas. Von Küchler évita tout contact avec les milieux militaires ou politiques et ne participa plus à la vie publique. Il résida dans la paisible localité de Garmisch-Partenkirchen, où il vécut le reste de sa vie sans faire de commentaires ni participer à des débats sur la guerre ou son rôle dans celle-ci. Son silence concernant les années de conflit et sa condamnation lors des procès générèrent des opinions partagées dans la société allemande, divisée entre le désir d'oublier les horreurs du conflit et la nécessité de se souvenir et d'assumer les responsabilités du passé. Finalement, le 25 mai 1968, Georg von Küchler mourut à 86 ans. Sa mort passa relativement inaperçue dans l'Allemagne d'après-guerre, qui avait déjà beaucoup changé depuis ses jours de prominence militaire. Aucune cérémonie publique ne fut célébrée en son honneur, ni de reconnaissance pour ses contributions en temps de guerre. Son décès fut simplement vu comme la fin d'une ère de commandant qui représentait la machine militaire allemande
marqué par une ambition expansionniste qui avait eu des conséquences dévastatrices pour l'Europe. De la gloire au tribunal, la défaite et la condamnation de Wilhelm List. Wilhelm List, un feldmaréchal allemand éminent pendant la Seconde Guerre mondiale, passa de chef militaire éminent à affronter une série de difficultés personnelles et légales dans ces dernières années, surtout à partir du crépuscule du conflit. Il construisit une carrière distinguée dans l'armée allemande, participant à plusieurs campagnes stratégiques, incluant les invasions de la Pologne, de la France et des Balkans. Cependant, les tensions et les échecs stratégiques commencèrent à marquer sa trajectoire lorsque, en septembre 1942, il fut relevé de son commandement dans la campagne d'été en Union soviétique. Les divergences avec Hitler et les décisions militaires inefficaces sur le front oriental le menèrent à la marginalisation à un moment critique de la guerre. Au début de 1945, l'Allemagne faisait face à une pression militaire écrasante à la fois sur le front oriental avec l'avancée soviétique et sur le front occidental avec l'avancée des forces alliées. Dans ce contexte, List, déjà écarté des opérations militaires, se trouvait confiné chez lui, isolé des décisions importantes et de toute participation significative à la lutte qui continuait sur les divers fronts. À mesure que les unités allemandes, en divers points, commençaient à se rendre en masse devant l'avance imparable des Alliés, List observait sans pouvoir contribuer ni tenter de changer la situation. Peu après la reddition officielle de l'Allemagne, Wilhelm List fut arrêté par les forces alliées, qui, dans le cadre des mesures d'après-guerre, procédèrent à la capture des principaux chefs militaires et politiques du régime nazi. Après avoir été détenu, il fut rapidement identifié comme l'un des officiers de haut rang impliqués dans la conduite d'opérations et de stratégies militaires qui, sous l'occupation nazie, menèrent des actions de répression et de représailles dans plusieurs territoires occupés, notamment en Yougoslavie et en Grèce. L'occupation de ces pays fut marquée par une série de politiques répressives en réponse à la résistance locale. Dans plusieurs cas, les troupes allemandes, sous le commandement de List, recoururent à l'exécution d'otages et à d'autres pratiques sévères pour réprimer l'insurrection, ce qui fut considéré par les Alliés comme un clair abus de pouvoir et une violation des droits humains. 2 ans après la reddition allemande, Wilhelm List fut traduit en justice lors du procès des otages. Le tribunal l'accusa, lui et d'autres hauts officiers, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, principalement en raison des tactiques brutales mises en œuvre pendant l'occupation en Yougoslavie et en Grèce. Lors du procès, List maintint qu'il n'avait pas ordonné directement les exécutions d'otages, bien qu'il ait accepté la responsabilité des troupes qui les avaient exécutées. La défense argua que le maréchal n'avait pas un contrôle total sur les actions individuelles de ses subordonnés et que, en grande partie, il suivait les ordres de la chaîne de commandement militaire. Cependant, le tribunal détermina que, dans sa position de commandant, List avait un degré significatif de responsabilité sur les actions menées sous son commandement. En février de l'année suivante, il fut condamné à la réclusion à perpétuité, une peine qui reflétait la gravité des accusations et la responsabilité attribuée aux leaders nazis dans la mise en œuvre de politiques répressives dans les territoires occupés. Après sa condamnation, Wilhelm List fut incarcéré pour purger sa peine, bien que son état de santé commençât à se détériorer progressivement au cours de ses premières années de détention. La vie en prison fut difficile et les conditions adverses contribuèrent à l'aggravation de sa santé, ce qui poussa ses avocats et sa famille à demander sa libération anticipée. En décembre de 1952, après plus de 4 ans de prison, List fut libéré pour des raisons humanitaires en raison de sa condition médicale détériorée. Sa libération ne signifiait pas une réhabilitation de son image, car malgré les critiques et les controverses, sa figure resta inévitablement associée aux crimes du régime nazi. Après sa libération, Wilhelm List se retira de la vie publique et adopta un profil bas, choisissant de ne pas s'impliquer dans des activités militaires ou politiques. Il resta en Allemagne, vivant dans une relative tranquillité et en toute discrétion, évitant toute forme de protagonisme ou de déclaration publique sur son passé. Au cours des années suivantes, son nom resta lié à la politique répressive et à la nature des occupations militaires nazies dans les Balkans, laissant une empreinte indélébile dans la perception historique de sa figure. À mesure que les procès de Nuremberg et d'autres tribunaux internationaux consolidaient la mémoire et le jugement sur les figures militaires nazies,
la vie de Liszt passa au second plan dans le domaine médiatique et historique, contrastant fortement avec la prominente qu'il avait autrefois eue pendant les années de gloire du Troisième Reich. Son cas fut utilisé dans divers contextes académiques et juridiques, comme exemple de la responsabilité des officiers militaires dans les crimes de guerre, et sa figure devint une référence sur la chaîne de commandement et l'exécution des ordres dans les conflits armés. Enfin, Wilhelm Liszt mourut le 17 août 1971, à 91 ans, clôturant une vie marquée par la transition de la gloire militaire à la condamnation et à l'infamie. Sa mort n'a pas suscité de grandes répercussions ni dommages, reflétant l'acceptation générale de son rôle dans l'une des étapes les plus sombres de l'histoire allemande. Chaîne et repentir. La dernière bataille de Paul von Kleist au cœur de l'Union soviétique. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal de camp Paul Ludwig Ewald von Kleist se trouvait dans une situation de plus en plus intenable. Sa capacité à commander des unités blindées et son rôle dans les rapides invasions de l'Europe au début de la guerre lui avaient conféré prestige et reconnaissance dans les cercles militaires. Cependant, comme beaucoup d'autres hauts dirigeants de la Wehrmacht, sa chute fut tout aussi rapide et définitive. Avec l'avancée des forces alliées à l'ouest et la pression implacable de l'armée rouge à l'est, le leadership de Kleist et sa responsabilité dans la première armée blindée le plaçaient au centre d'une tempête de feu qu'il ne pouvait plus contenir. En mai 1945, la défaite de l'Allemagne était évidente et les troupes allemandes commencèrent à se replier de manière désordonnée. Kleist, vétéran et commandant expérimenté, tenta d'éviter la capture en organisant une possible route de fuite. Mais le 8e jour de ce mois, la reddition officielle de l'Allemagne arriva et Kleist fut finalement capturé par les forces américaines dans la localité bavaroise de Mitterfels. La capture de Kleist ne fut pas précisément héroïque. Les troupes alliées trouvèrent parmi ses affaires plusieurs valises prêtes, ce qui suggérait qu'il avait prévu sa fuite en cas de défaite. Cette tentative d'évasion, bien que infructueuse, reflétait l'état de désespoir de nombreux hauts commandements nazis à ce moment-là. Dans les premiers jours de sa capture, Kleist fut soumis à des interrogatoires par les officiers américains. Lors de ces sessions, il exprima ouvertement ses critiques envers Adolf Hitler, le tenant responsable de la défaite allemande, et remettant en question les décisions stratégiques qui avaient conduit l'Allemagne au bord de la destruction. Selon les déclarations de Kleist, l'un des facteurs qui scella le destin du Troisième Reich fut la puissance aérienne des Alliés, qui dévasta villes, infrastructures et lignes de ravitaillement allemandes. Toutefois, la captivité de Kleist sous garde américaine fut brève. À mesure que les Alliés définissaient leurs plans pour le jugement et le châtiment des officiers nazis, Kleist fut transféré en Yougoslavie, où les autorités l'accusèrent de crimes de guerre dans le contexte de l'occupation allemande. 3 ans plus tard, un tribunal yougoslave le condamna à 15 ans de prison, le trouvant coupable de la répression et des abus commis sous son commandement durant les opérations militaires dans les Balkans. Bien que Kleist ait tenté de se défendre en affirmant qu'il n'avait pas ordonné directement d'actes criminels, le tribunal le tint pour responsable des crimes commis par ses troupes dans les territoires occupés. Après la sentence en Yougoslavie, Kleist fut de nouveau extradé, cette fois en Union soviétique, où il devait faire face à un autre procès, car l'armée rouge avait beaucoup souffert des offensives qu'il avait dirigées pendant les phases initiales de l'opération Barbarossa. Cette fois, la situation de Kleist s'aggrava, car les soviétiques n'hésitèrent pas à imposer un châtiment exemplaire à celui qui avait dirigé les forces qui avaient brutalement avancé sur leur terre. Dans un tribunal soviétique, Kleist fut condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre, une peine qui, en pratique, serait à vie en raison de son état de santé avancé et des conditions difficiles de son emprisonnement. Enfermé dans la prison centrale de Vladimir, l'une des plus dures de l'Union soviétique, Kleist fit face à un destin sombre. Les conditions dans cet endroit étaient extrêmement adverses, et la santé de Kleist, qui avait déjà plus de 70 ans, se détériora rapidement. La prison était principalement destinée aux prisonniers politiques et de guerre, et sa réputation était redoutée en raison des conditions de confinement et du manque d'accès adéquat aux soins médicaux. Les longues années de guerre et l'âge avancé lui firent rapidement payer un lourd tribut, et l'artériosclérose dont il souffrait s'aggrava considérablement, provoquant une douleur constante et des limitations physiques.
Pendant son emprisonnement, Kleist maintenait une posture de résignation, mais aussi d'incrédulité. Dans ses conversations avec d'autres prisonniers, on dit qu'il défendait son rôle dans la guerre comme un simple accomplissement de son devoir militaire, affirmant qu'il avait toujours suivi les règles et codes de la guerre. Cependant, ces déclarations étaient accueillies avec scepticisme, car les ordres qu'il exécutait et ses tactiques offensives avaient causé d'innombrables victimes civiles et la souffrance de millions de personnes, en particulier sur le front oriental. Les dernières années de la vie de Kleist furent un mélange de maladie, d'isolement et de la réalité écrasante d'une vie dédiée à un régime qui était désormais souvenu avec haine et horreur. Le 13 novembre 1954, Paul Ludwig Ewald von Kleist mourut dans la prison de Vladimir, près de Moscou. Officiellement, la cause du décès fut une défaillance cardiaque, probablement aggravée par l'artériosclérose et les dures conditions de vie en prison. Il avait 73 ans au moment de sa mort et son corps fut enterré dans un lieu non spécifié, sans cérémonie ni reconnaissance. Pour le gouvernement soviétique et une grande partie de la communauté internationale, Kleist était un criminel de guerre de plus, un symbole des horreurs perpétrées pendant l'invasion allemande de l'Union soviétique. Le bâton de la honte, la capture violente d'Erhard Milch. Erhard Milch commença à perdre pouvoir et influence 1 an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Initialement, il occupait un poste élevé en tant que secrétaire d'État et général Luftzeugmeister, ce qui faisait de lui le principal responsable de la production aéronautique. Cependant, en juin 1944, Hermann Göring le dépouilla de ses rôles stratégiques, en montrant la hiérarchie de plus en plus instable du régime. À partir d'août, il travailla dans le personnel de l'armement sous les ordres d'Albert Speer, une position dans laquelle, bien qu'il ait certaines responsabilités, ne lui accordait pas la pertinence ni le pouvoir de décision qu'il avait autrefois. En janvier de l'année suivante, à peine quelques mois plus tard, Milch fut enfin retiré de son rôle en tant qu'inspecteur général de la Luftwaffe. Avec ce mouvement, il perdait son dernier bastion significatif au sein de la structure militaire. Dans ce rôle, son autorité était limitée et sa participation peu significative, reflétant comment son influence s'était évanouie. La situation s'aggrava encore plus en mars, quand Milch fut placé dans la Führerreserve, une sorte de réserve d'officiers sans commandement actif. Ce statut était pratiquement un limbe militaire pour les officiers de haut rang sans tâches opérationnelles, une mesure couramment utilisée pour ceux qui n'avaient plus la confiance ou l'utilité du régime. Le 4 mai, le sort de Milch prit un tournant décisif lorsqu'il fut capturé par les forces britanniques sur la côte de la Baltique. Avec l'armée allemande au bord de la reddition, Milch n'avait plus d'échappatoire ni d'opportunité d'influence dans les derniers mouvements de guerre. Au moment de sa capture, il fut transféré au poste de commandement du brigadier britannique Derek Mills Roberts, qui avait été témoin des atrocités commises dans les camps de concentration. Milch, en présence de l'officier britannique, adopta une attitude hautaine et demanda à être traité avec considération, un comportement que Mills Roberts considéra insultant, étant donné l'ampleur des crimes commis par le régime que Milch avait servi. La réaction de Mills Roberts fut catégorique. Dans un accès de colère, l'officier britannique frappa Milch avec son propre bâton de maréchal de champ, lui causant de graves blessures et des fractures au crâne. Après cet incident, les soldats britanniques le dépouillèrent de ses affaires sous menace d'armes et le transférèrent dans un camp de détention réservé aux prisonniers nazis de haut rang. La chute du régime nazi amena avec elle les processus judiciaires pour les leaders qui avaient été capturés. En 1947, Erhard Milch fut jugé par un tribunal militaire américain dans l'un des procès de Nuremberg, où il fit face à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'accusation comportait 3 points: l'utilisation de travail esclave et le mauvais traitement des prisonniers de guerre, des expérimentations médicales sur des prisonniers des camps de concentration, et sa participation à des politiques inhumaines contre les populations civiles. Pendant le procès, le tribunal le déclara coupable des 2 premières accusations, l'innocentant de la 3e qui correspondait aux expérimentations médicales. La condamnation fut sévère, une sentence à perpétuité prononcée le 17 avril, qui le conduisit à purger ses premières années dans la prison de Rebdorf. Cependant, la condamnation à perpétuité ne serait pas définitive. 4 ans plus tard, le haut-commissaire des États-Unis en Allemagne, John G. McCloy, révisa son cas dans le cadre d'un processus de révision des sentences de plusieurs criminels de guerre,
La sentence de Milch fut commuée de perpétuité à 15 ans de prison. Cette réduction ne fut pas exempte de controverses, mais faisait partie d'une tendance plus large d'allègement de certaines des peines imposées lors des procès de Nuremberg, dans le contexte de la restructuration politique d'après-guerre. Finalement, en 1954, après avoir purgé environ 7 ans de prison, Erhard Milch fut libéré sur parole. Après sa libération, Milch opta pour une vie tranquille et discrète, se tenant à l'écart de l'œil public. Contrairement à d'autres officiers et leaders du régime qui, dans leur retraite, cherchaient à justifier leurs actions ou à écrire leurs mémoires, Milch se maintint à un profil bas, sans apporter publiquement sa version des faits ou essayer de se réinsérer dans la vie politique d'après-guerre.